Je suis enceinte de 30 semaines et je suis confrontée à de graves complications qui me confinent au lit. Chaque respiration est un combat pour protéger la petite vie qui grandit en moi. Les prescriptions de mon médecin sont claires et strictes, pas de station debout, pas d'effort, juste des allers-retours rapides aux toilettes. Tout autour de moi semble figé dans un silence étouffant, empli d'une peur et d'une incertitude accablante. Puis, le téléphone de mon mari sonne. C'est sa mère, sanglotant sans retenue, évoquant de vives douleurs à la poitrine qui pourraient lui coûter la vie à tout moment. C'est peut-être une crise cardiaque, hurle-t-elle au téléphone, un appel désespéré à l'aide. Mon cœur s'arrête. Mon mari asifige. Puis, poussé par l'amour et le devoir, il choisit de m'abandonner, vulnérable et terrifié, pour partir à toute vitesse pour 6 heures de route à ses côtés. Je reste allongée là, complètement seule, chaque seconde semblant une éternité. J'appelle les hôpitaux près de chez elle, cherchant le moindre signe d'hospitalisation, mais je ne trouve rien. Pas de dossier, pas de visite aux urgences. Un texto de mon mari confirme plus tard ce que je craignais. Elle va bien, elle n'est jamais allée à l'hôpital. Mais toute l'histoire se dévoile sous la surface où une mascarade cruelle et déchirante. Ma belle-mère ne souffrait pas comme elle le prétendait. Elle était seule et nécessiteuse, inventant une histoire de crise pour manipuler son fils et l'amener à tout laisser tomber, y compris la sécurité de sa femme enceinte, pour lui venir en aide. Interrogée, elle admet avoir exagéré, imputant la responsabilité à son anxiété et à sa peur, mais le mal est fait. La confiance entre nous tous a été brisée. Avez-vous déjà été contraint de choisir entre 2 urgences? Entre l'amour et le devoir, la peur et la trahison? Quand on exploite votre cœur, le pardon est-il seulement possible? Ce n'est pas seulement l'histoire d'une fausse alerte. C'est une histoire de trahison, de limite et de détermination farouche à se protéger et à protéger la vie qu'on porte, envers et contre tout. Rejoignez-moi pour traverser des émotions douloureuses et crues, de la peur à la colère, du chagrin à la guérison. C'est un parcours que chaque famille peut affronter, et la question demeure. Comment se reconstruire lorsque ceux que l'on aime nous font le plus mal? La pièce était silencieuse, à l'exception des respirations douces et mesurées d'une femme aux prises avec les complications de sa grossesse. À 30 semaines, elle était alitée, le moindre mouvement interdit, chaque respiration mesurée. Les paroles sévères du médecin résonnaient dans son esprit. Pas de station debout, pas d'effort, seulement de très brefs passages aux toilettes. Pas de cuisine, pas de voiture, son monde réduit à ce lit, cette existence fragile liée à l'espoir de la survie de son bébé. En elle, le bébé s'agitait doucement, inconscient du tumulte extérieur. Mais elle ressentait chaque douleur, chaque lueur de peur que cet instant, cette heure, ce jour puisse tout bouleverser. Son corps était un champ de bataille. Porteur la vie tout en luttant contre l'hypertension et les premières contractions la laissaient physiquement brisée et émotionnellement à vif. Elle était seule dans une maison silencieuse, alitée et son mari était sa seule bouée de sauvetage. Sa présence était un baume, mais aussi un fil conducteur, une corde raide sur laquelle il marchait quotidiennement. Elle lisait l'épuisement dans ses yeux, le poids des responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Cuisiner, faire le ménage, l'aider à aller aux toilettes, il était tout pour lui. Pourtant, derrière sa gratitude se cachait une peur grandissante, et si quelque chose l'enlevait d'elle? Cette peur s'envenimait aux heures les plus sombres de la nuit, alimentée par les souvenirs du passé. Sa belle-mère, figure complexe tapie à la périphérie de leur vie, était une source d'inquiétude silencieuse. Habitant à 6 heures de chez elle, elle était connue pour son indigence, ses appels qui éloignaient son mari aux moments les plus inopportuns. Ce doux murmure, je n'ai personne d'autre, qui masquait souvent une insistance exigeante. Ce matin-là, alors que le soleil perçait les stores, un appel vint briser leur fragile paix. La voix de la belle-mère se brisa sous l'effet de la panique, douleur à la poitrine, possible crise cardiaque. L'hésitation de son mari fut immédiate, pris entre la femme qui risquait de mourir et l'épouse qui luttait déjà pour 2 vies sous stricte surveillance médicale. Son visage se vida de toute couleur, son téléphone était collé contre son oreille. La lutte intérieure était palpable. En entendant l'urgence dans sa voix, elle sentit son monde basculer. Il avait besoin d'être là pour elle, mais il fut soudain appelé pour une autre mission. L'impuissance qui l'envahissait était profonde, comme être coincé dans une tempête sans radeau de sauvetage. Des voisins venaient prendre de ses nouvelles, lui offrant de brefs moments de réconfort, mais aucun ne pouvait combler le vide laissé par son absence. Chaque tic-tac de l'horloge était un écho de son isolement et de sa peur. Elle était attachée non seulement à son lit, mais aussi à un chagrin plus profond que la douleur physique. L'angoisse que la seule personne dont elle dépendait ne revienne peut-être pas. Pendant ce temps, une dynamique invisible se déployait derrière cette scène aux enjeux importants. Le mari était aux prises avec ses propres émotions, son sens du devoir envers sa mère, son amour pour sa femme et une frustration tenace face aux choix impossibles imposés par des circonstances indépendantes de sa volonté. L'histoire,
Faite de crises et de mensonges, de sa propre mère imprégnait l'instant d'incertitude et de suspicion, aggravant le conflit. Alors qu'elle languissait dans son lit, la tempête émotionnelle s'enflammait en elle. La confiance était mise à rude épreuve, la loyauté mise à l'épreuve, et l'amour s'étendait malgré la distance et le doute. Le décor était planté non seulement pour une confrontation avec la maladie, mais aussi pour un effondrement des liens familiaux, mis à rude épreuve. Cette lutte intime entre le repos au lit, la trahison, l'amour et l'endurance ne marque que le début d'une histoire qui explore les aspects les plus bruts de l'émotion et de la résilience humaine. Au fil de la journée, le prochain chapitre révélera la vérité qui se cache derrière cet appel, la réalité qui nous attend à 6 heures de distance et les choix complexes qui redéfiniront l'avenir de cette famille. Suivez-nous pour une plongée plus profonde dans les méandres de la loyauté, de la tromperie et du combat pour protéger son corps et son cœur. L'histoire ne commence pas avec l'appel d'urgence. Elle plonge ses racines, profondément ancrées dans le passé, dans d'innombrables moments de tension silencieuse et de besoins non satisfaits. Ma belle-mère, qui vit à 6 longues heures de chez moi, a toujours été un fil conducteur complexe dans nos vies. Veuve, seule chez elle, cette solitude s'accompagne d'un besoin profond et constant d'attention et d'aide. Pas le genre de demande qu'on fait de temps en temps, mais une demande constante, presque désespérée, qui a érodé les frontières de notre famille pendant des années. Elle appelle souvent. Au début, c'était pour des petites choses, un léger mal de tête, un bug informatique, quelques courses à faire. Mais ces appels sont devenus des schémas prévisibles, des appels des « urgences », qui se transformaient souvent en désagréments quotidiens. Je me souviens du jour où elle a appelé mon mari, la voix pleine de larmes, pour lui dire qu'elle était alitée avec d'insupportables douleurs au dos. Mon mari, toujours prêt à aider, a sauté dans sa voiture et a roulé pendant 6 heures, pour la retrouver tranquillement en train d'arroser son jardin quelques instants avant son arrivée. Ce jour-là, j'ai senti un nœud se serrer dans ma poitrine, un mélange de frustration, de compassion et d'incrédulité. Et ce n'était pas un incident isolé. Une autre fois, elle prétendit être prise de vertige et sur le point de s'évanouir. Il se précipita à nouveau à ses côtés, le cœur battant la chamade. À son arrivée, elle se reposait tranquillement, atteinte d'un léger rhume. « Ah, c'est passé » ou un « je me sentais mieux quand tu es arrivé » la protégeait de tout sentiment de culpabilité ou de responsabilité. J'ai vu l'inquiétude de mon mari se transformer peu à peu en une résignation lasse. Derrière ces appels, je perçois une profonde solitude, la peur d'être oubliée, abandonnée. Elle s'accroche à mon mari avec une force désespérée, et pour lui, préserver la dignité et le bonheur de sa mère est un devoir tacite. Pourtant, ce devoir est devenu un champ de bataille où amour et frustration s'affrontent. Elle ne cherche pas seulement de l'aide, elle tisse un réseau de dépendance affective qui l'éloigne sans cesse de sa propre famille. La manipulation, subtile, presque invisible, se fait entendre sous ses demandes. C'est le genre de manipulation enveloppée de peur et de besoin, déguisée en détresse. Comme la fois où elle a dit à mon mari qu'elle n'avait personne d'autre, tard le soir, sachant pertinemment qu'il y avait des voisins et des services locaux à proximité. Il ne s'agissait jamais seulement d'une aide pratique. Il s'agissait d'être utile, d'être le centre de l'attention, de détenir le pouvoir d'imposer son temps et sa loyauté. Pour moi, voir tout cela se dérouler est comme vivre sous un siège lent mais constant. Mon état, déjà fragile pendant la grossesse, est mis à rude épreuve non seulement par des craintes pour ma santé, mais aussi par le poids émotionnel de savoir qu'un appel d'urgence de sa part pourrait si facilement tout bouleverser. Ma paix, la présence de mon mari, notre sécurité. Je reconnais un cycle de douleur né de sa propre vulnérabilité, mais je ne peux pas non plus ignorer ce qu'il nous fait, l'anxiété qu'il engendre, l'épuisement qu'il provoque. Surtout, le point de basculement où l'inquiétude se transforme en contrôle. Le conflit est à la fois externe et interne. Mon mari est tiraillé entre son instinct de prendre soin de sa mère et son engagement à protéger sa femme et son enfant à naître. Il l'aime, certes, mais il nourrit aussi un ressentiment inexprimé face aux exigences qui le pèsent si lourdement. Et puis vint l'appel qui allait briser ce fragile équilibre, la voix pressante et larmoyante annonçant une douleur à la poitrine, la menace d'une crise cardiaque. Mais cette fois, ce n'était pas un désagrément mineur. C'était quelque chose d'irrémédiablement différent. Pourtant, malgré tout ce que nous savions de ses schémas, de son histoire, des doutes qu'elle semait, nos cœurs voulaient croire au pire car, entre l'amour et la logique, l'amour l'emporte souvent en premier. Mais comment préparer son cœur à la trahison, enveloppé de désespoir? Comment se libérer lorsque la main qui vous attire est aussi la plus profonde? Cette histoire de manipulation, de dépendance et de confiance brisée entrera bientôt en collision avec la crise actuelle, nous obligeant tous à affronter des vérités douloureuses sur la loyauté, les limites et la survie. Et à mesure que l'histoire se déroule, la vraie question devient: l'amour peut-il survivre lorsqu'il est touché par la tromperie? La sonnerie stridente du téléphone a brisé le calme fragile de ce petit matin, un son que j'avais redouté, mais que je savais inévitable.
La mère de mon mari pleurait au téléphone, la voix tremblante, sous l'effet, selon elle, de douleurs thoraciques accablantes, un supplice qu'aucune femme ne devrait ignorer. Je l'observais, figé, tandis que son visage pâlissait et que son calme habituel se transformait en panique. L'homme qui avait pris soin de moi pendant des mois, qui était devenu mon roc à chaque nuit blanche et à chaque battement de cœur anxieux, se retrouvait soudain pris entre l'impensable. La femme qui l'avait mis au monde, peut-être victime d'une crise cardiaque, et l'épouse portant leur enfant à naître, confinée au lit avec l'ordre strict de ne pas la laisser seule. Sa voix tremblait tandis qu'il lui posait des questions effrayantes. « As-tu appelé le 911 ? Es-tu sûr de ne pas vouloir une ambulance ?» Son désespoir était palpable, mais son refus d'appeler à l'aide ne faisait que resserrer l'étau de l'indécision qui l'entourait. J'ai senti mon cœur se briser tandis qu'il préparait impulsivement un sac, jetant vêtements et objets de première nécessité avec frénésie. Ses yeux se posèrent sur moi, l'espoir et la culpabilité se mêlant silencieusement en eux. Il murmura « Je dois y aller. Elle pourrait ne pas y arriver. » Et, d'un coup, il disparut, me laissant sur ce lit de fragilité et de peur. La maison semblait terriblement vide sans lui. Notre voisine, une dame âgée au regard bienveillant, était devenue ma bouée de sauvetage ce jour-là. Elle prenait de mes nouvelles, apportait des repas et me réconfortait. Mais même sa chaleur ne parvenait pas à apaiser la tempête qui me rongeait la poitrine. J'oscillais entre colère et désespoir. Pourquoi refuserait-elle une aide d'urgence? Pourquoi susciter une telle terreur pour ensuite nous refuser l'étape finale, cruciale? Je me souvenais de toutes les fois où ma belle-mère avait crié au loup, des moments de maladie exagérés qui nous avaient épuisés émotionnellement et physiquement. Était-ce une nouvelle manipulation? Une épreuve cruelle? Ou pire, une tentative de briser notre fragile détermination? Pendant ce temps, mon mari conduisait pendant 6 heures interminables, luttant contre son propre tourbillon d'émotions. Je l'imaginais serrant fermement le volant, partagé entre loyauté et obligation, amour et culpabilité. Dans son esprit, chaque kilomètre était un battement de cœur raté, chaque minute un clou enfoncé dans le cercueil de sa paix. La voix de sa mère au téléphone suppliante, affolée, brisée devait être réelle. Pourtant, le souvenir de ses précédents appels à l'aide le rendait méfiant. Comment faire confiance quand la confiance est brisée? Comment réagir à une crise qui pourrait être un mensonge quand l'enjeu est une question de vie ou de mort? Les choix auxquels il était confronté étaient impossibles, un dilemme classique. Aller voir la femme qu'il a élevée, qui était peut-être mourante, ou rester auprès de sa femme enceinte au bord du désastre médical. Aider d'abord sa mère et laisser sa femme tranquille, ou protéger sa femme et risquer de négliger la détresse de sa mère. Sa bataille intérieure reflétait le chaos extérieur. 2 urgences, un homme coincé entre le devoir et le chagrin. Lorsqu'il m'a appelé pour m'assurer qu'il avait essayé d'appeler les secours et insisté auprès de sa mère à plusieurs reprises pour qu'elle vienne chercher de l'aide, j'ai eu envie de crier, de le supplier de rester, mais je savais qu'il était lui aussi pris dans la tempête. L'incertitude me tenaillait, le sentiment d'abandon me cuisant plus que toute douleur physique. Et puis, le silence des heures sans nouvelles. Une absence si forte qu'elle résonnait dans ma poitrine. Mon esprit ruminait des histoires pires que la vérité, et les inquiétudes déferlaient comme des vagues déferlantes. En coulisses, les voisins et amis intervenaient discrètement. Ils inspectaient la maison, apportaient des repas chauds et prodiguaient des mots d'encouragement. Chaque visite me rappelait que, malgré l'absence de mon mari, je n'étais pas complètement seule. Malgré cela, l'isolement émotionnel était étouffant. Durant ces longues heures, j'ai oscillé entre l'espoir et la peur, l'amour et le ressentiment, la confiance et la suspicion, toutes ces émotions emmêlées dans un nœud douloureux. Je ne savais pas que la vérité qui m'attendait à la fin de son voyage n'était pas celle que j'avais espérée, et les retombées à venir redéfiniraient tout ce que nous pensions savoir sur la famille, la loyauté et la confiance. Alors que sa voiture disparaissait à l'horizon ce matin-là, la croyance naïve selon laquelle seul l'amour pouvait nous protéger lorsque la tromperie se cachait dans l'ombre disparut également. La vérité n'arrive pas toujours doucement. Parfois, elle s'abat sur votre vie comme une tempête, brisant la paix fragile à laquelle vous vous accrochiez désespérément. Quelques heures après le départ de mon mari pour ce trajet effréné de 6 heures, le silence à la maison était assourdissant. Chaque appel sans réponse me submergeait d'une nouvelle vague de panique. Seule dans ma chambre, je me débattais avec 1000 pensées tourbillonnantes. Est-ce qu'elle va vraiment bien? Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Et si tout ça n'était qu'un mensonge? Poussé par le désespoir et une pointe de suspicion, j'ai appelé tous les hôpitaux et cliniques proches du domicile de ma belle-mère. Ma voix tremblait lorsque j'ai demandé aux réceptionnistes de vérifier leur dossier. Admission, visite aux urgences, toute trace de sa présence ce jour-là. Chaque « non » me frappait comme un coup de poing dans le ventre. Personne ne l'avait vu. Aucune ambulance n'était arrivée. Aucun dossier médical affolé n'existait. À chaque réponse négative, une amère constatation s'imposait. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une crise nocturne. C'était tout autre chose.
Le nœud dans ma poitrine se serra, et la colère germa. Comment osait-elle inventer une situation d'urgence aussi grave, connaissant mon état? Comment pouvait-elle nous faire attendre tous les deux, brisant la confiance que nous avions autrefois? La voisine qui est passée me voir brièvement a senti ma détresse. Elle m'a adressé des mots gentils et a essayé de me distraire, mais même sa sincère inquiétude n'a pas pu effacer ma frustration et mon chagrin. Quand mon mari m'a finalement envoyé un texto vague et distant disant « Elle va bien ». C'était probablement une fausse alerte, ma colère s'est mêlée de soulagement, se transformant en une amertume inhabituelle. Bien? Après avoir tout risqué? Après m'avoir laissé seule au repos médical strict avec un bébé fragile dans mon ventre? Plus tard dans la soirée, lorsqu'il m'a enfin appelé, j'ai perçu derrière son épuisement une lassitude plus profonde, brisée, qui n'est que de la trahison et de la désillusion. Sa voix exprimait culpabilité, frustration et une tempête d'émotions contradictoires. Il a avoué que sa mère avait refusé d'aller à l'hôpital à son arrivée, affirmant qu'elle n'était plus en danger. Au lieu de câlins et de pleurs, il a trouvé une femme qui parlait gaiement de rénovation, de couleurs de peinture et de choix de meubles, comme si la terreur matinale s'était dissipée. Ces mots m'ont brisé le cœur. La personne qui prétendait être mourante prévoyait en réalité de refaire son salon ou une préoccupation fut-il masquant une profonde manipulation. La colère de mon mari a finalement refait surface lors de cette conversation nocturne. Sa voix était rauque lorsqu'il m'a dit « Elle a menti. Elle a profité de cette urgence pour m'éloigner de toi, de nous. » Un silence pesant et suffocant nous engloutit tous les deux un instant. L'incrédulité ne m'avait pas quitté. La trahison était une plaie vive, à vif, sous mon état déjà fragile. Nous avons discuté jusque tard dans la nuit, revenant sur chaque détail, chaque appel, chaque doute. Nous étions tous deux aux prises avec la profondeur de cette tromperie et ses conséquences sur notre confiance, notre mariage et notre avenir. La vérité nous a semblé à la fois une gifle et un soulagement profond. Le cauchemar était réel, mais maintenant nous le savions. Et savoir signifiait que nous devions affronter l'insupportable tâche de reconstruire ou de nous désintégrer. Autour de nous, le monde silencieux des voisins et des amis bourdonnait doucement, inconscient du tremblement de terre émotionnel qui secouait notre foyer. J'ai perçu l'épuisement de mon mari sur leurs visages inquiets et je me suis sentie connectée à une communauté qui, bien qu'imparfaite, était prête à nous soutenir dans cette période de vulnérabilité. Mais à l'intérieur, je sentais une tempête faire rage, le chagrin de la perte de sécurité, la fureur de la trahison et une détermination croissante à ne pas être brisée. C'est à ce moment-là que tout a changé. À partir de ce moment, impossible d'ignorer les limites, de passer sous silence la douleur. L'équilibre fragile était brisé. Et aussi douloureux fut-il, cela ouvrait la voie à la confrontation, à la guérison et à la protection acharnée de ce qui comptait vraiment. Moi et la vie qui grandissait en moi. Après que la vérité eut percé le fragile voile de nos vies, plus rien n'était comme avant. Le poids de la trahison s'est installé entre nous, tel un mur invisible que ni le temps ni les mots ne pouvaient facilement abattre. Mon mari est rentré épuisé non seulement après 6 heures de route ou des nuits blanches, mais aussi après une bataille émotionnelle qui l'avait laissé vidé et sourdement furieux. L'homme qui portait autrefois fièrement son rôle de fils dévoué portait désormais une ombre évidente de déception et de douleur dissimulée. Je l'ai vu à sa façon d'éviter de regarder le numéro de sa mère sur son téléphone et à la façon dont sa voix tremblait dès que le sujet était abordé. Au début, nous étions assis ensemble en silence, deux hommes blessés portant la même cicatrice mais la traitant différemment. Je ressentais la douleur inexorable de l'abandon. Comment la femme qui m'avait promis d'être à mes côtés avait-elle pu me laisser si vulnérable? Comment l'homme que j'aime avait-il pu être entraîné dans un réseau de tromperie, déchiré entre le devoir et l'amour, pour en revenir plus brisé qu'avant? Pour mon mari, la douleur était double. Son amour pour sa mère était profond et enraciné, bâti sur des années d'éducation et de loyauté. Pourtant, cet épisode a fait éclater quelque chose de cru, un ressentiment mêlé d'impuissance. Il a ouvertement avoué des sentiments qu'il n'avait jamais osé exprimer auparavant, la colère d'avoir été manipulé, la honte d'avoir été utilisé et la tristesse de la pression que cela nous imposait à tous les deux. Un soir, alors que le bébé donnait doucement des coups de pied dans mon ventre, nous avons rompu le silence avec une conversation presque porteuse d'espoir, une discussion hésitante sur les limites. Nous savions que les choses devaient changer. Les vieux schémas qui laissaient la manipulation et la négligence s'installer devaient disparaître, sous peine de détruire la fragile unité qui nous unissait. Ensemble, nous avons défini de nouvelles règles, plus d'appels d'urgence sans réelle urgence, insister sur l'aide d'un professionnel avant tout voyage et privilégier ma santé et la sécurité de notre bébé à la commodité ou à la culpabilité. Nous avons convenu de rechercher un soutien extérieur, comme un thérapeute, pour l'aider à gérer sa culpabilité et à établir des limites émotionnelles saines avec sa mère. Notre voisine, Madame Thompson, est devenue une alliée discrète mais fidèle. Autour de tasses de thé et de conversations douces, elle me rappelait qu'il était normal de se protéger et que parfois, l'amour signifie dire non, même à sa famille.
Sa présence était un baume pour mon esprit fatigué. Au même moment, mon mari faisait face aux émotions vives de sa mère, ses larmes, ses supplications, finalement, ses demandes de pardon. Il est resté ferme, mais empathique, expliquant comment ses actes mettaient en danger non seulement moi, mais aussi la vie que nous mettions au monde. Ce ne fut pas une conversation facile, elle était empreinte de tension, de chagrin et d'un espoir fragile de compréhension. Mais la guérison prendrait du temps. Pour l'instant, une puissante leçon planait. L'amour sans limite peut faire autant de mal que l'abandon. J'ai trouvé de la force dans notre résilience commune. Après une trahison, nous avons choisi de grandir, non seulement individuellement, mais en tant qu'équipe se préparant à accueillir une nouvelle vie. Les nuits étaient encore longues, les peurs toujours présentes, mais une détermination nouvelle façonnait nos journées. Ce chapitre douloureux, autrefois brut et chaotique, a lentement commencé à se cristalliser en quelque chose de plus clair, une feuille de route pour protéger l'avenir de notre famille. Une feuille de route où la confiance devait être gagnée et préservée, et où notre bien-être n'était plus négociable. Alors que nous nous préparons à affronter les dernières semaines de grossesse, avec toute l'incertitude que cela implique, nous le faisons avec un cœur prudent, plus sage, plus prudent, mais aussi profondément lié aux épreuves que nous avons endurées. Ce qui nous attend reste invisible, mais nous l'abordons désormais avec les yeux grands ouverts et les mains fermement jointes. Dans les moments de calme qui ont suivi la tempête, alors que l'écho de la trahison résonnait encore à travers les murs de notre maison, quelque chose de fragile mais indéniable a commencé à prendre racine, l'espoir. Nous étions brisés, oui. Brisés à des endroits dont j'ignorais la possibilité. Mais au cœur de cette fracture, une chance de nouveauté est née. Le genre de nouveauté qui n'émerge que de la douleur partagée, de la lutte dans l'obscurité jusqu'à ce que nos mains se rencontrent, cherchant la lumière. Mon mari, épuisé par la culpabilité et l'épuisement, est rentré chez lui, non seulement physiquement épuisé, mais aussi émotionnellement à vif. Pourtant, dans cet état de vulnérabilité, l'armure qu'il avait portée pour sa mère s'est effondrée. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons parlé ouvertement et honnêtement. Sans bouclier, sans demi-vérité, juste deux âmes, marquées par la mort, mais farouchement unies. Nous avons parlé pendant des heures, après minuit, de nos peurs et de nos regrets, de ce qui était perdu et de ce qui pouvait encore être sauvé. Sa voix, autrefois calme et tendue, s'est peu à peu affermie tandis que nous trouvions un nouveau terrain de reconstruction. Partager le fardeau, la douleur, et même la colère, a quelque peu allégé le poids. Notre voisine, Madame Thompson, qui avait été un ange gardien discret tout au long de cette épreuve, nous a apporté une présence constante. Ses mots étaient simples mais puissants. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Les familles sont parfois chaotiques, mais l'amour, le véritable, c'est guérir. Ces visites sont devenues des phares, de minuscules îlots de normalité et de calme dans notre mer agitée. Le bébé en moi donnait doucement des coups de pied, comme pour nous rappeler à tous les deux que la vie est implacable, inarrêtable, et que cette nouvelle vie méritait une base de force, pas de peur. Nous avons fait des projets, non seulement pour l'avenir immédiat, mais aussi pour la protection et l'épanouissement de notre famille et de nous-mêmes. Les limites avec sa mère resteraient fermes mais justes. Nous avons convenu que la thérapie n'était pas un signe de faiblesse, mais un outil pour développer la résilience et briser les cycles menaçants de se répéter. Et peut-être que la vérité la plus dure a été d'accepter que la guérison prend du temps. Que parfois, aimer signifie laisser de la place à la douleur sans jugement. Que nous ne pouvions pas effacer le passé, mais que nous pouvions tracer la voie à suivre, main dans la main. La tension ne s'est pas dissipée du jour au lendemain. Il y a eu des moments de ressentiment discret, des larmes nocturnes et des doutes murmurés. Mais sous la surface, le lien que nous avions forgé dans la crise a commencé à s'approfondir, transformant la douleur en un amour féroce et protecteur. Dans l'ombre de la trahison, nous avons trouvé une lumière plus forte, née de la compréhension, du pardon et d'une promesse tacite de donner la priorité à l'autre et à notre enfant. Ce chapitre témoigne du pouvoir du partenariat et rappelle que même dans les heures les plus sombres, l'espoir renaît lorsque deux cœurs refusent de se briser seuls. Alors que nous nous préparions à l'arrivée de notre bébé, l'avenir semblait incertain, étiré par les cicatrices des derniers jours, mais aussi illuminé par la vérité inébranlable qu'ensemble, nous pourrions affronter tout ce qui allait suivre. Avec l'amour comme encre et les leçons apprises gravées dans nos cœurs, nous avons avancé prêts à guérir, à grandir et à protéger la famille que nous construisions, quelles que soient les tempêtes qui pourraient survenir. Merci de m'accompagner dans ce voyage mêlant douleur, résilience et espoir. Si vous avez trouvé un sens à cette histoire, n'hésitez pas à partager vos expériences ou réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir d'où vous nous regardez et comment vous vous y reconnaissez. Votre voix renforce cette communauté. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec vos proches. Votre soutien est précieux pour nous.
Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire émouvante comme celle-ci. Nous aimerions connaître votre avis. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions, vos expériences ou vos suggestions sur la manière d'améliorer notre contenu. Vos retours nous aident à nous développer et à vous proposer des articles toujours plus pertinents. Merci beaucoup de faire partie de notre communauté. Nous vous en sommes très reconnaissants.